Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 25 mars 2024, l'Assemblée nationale togolaise adopte un projet de loi portant révision de la Constitution. D'importants changements sont annoncés, dont, entre autres, le passage au régime parlementaire, de même que l'élection du président de la République, non plus au suffrage universel direct comme autrefois, mais par les parlementaires pour un mandat unique de 6 ans. Des changements qui font bondir l'opposition et la société civile togolaise épaulée par l'épiscopat togolais. Elle exige le retrait pur et simple de cette réforme, parle de coup d'État, non sans fustiger l'instauration au Togo d'une monarchie. Le président de la République, Faure Gnassingbé, sensible et attentif au tollé que suscite la réforme, demande à l'Assemblée nationale une seconde lecture. Mais cela suffira-t-il à calmer les esprits? Sommes-nous au Togo à l'orée d'une crise politique majeure? Si oui, quels en sont les ressorts véritables et quelles sont les voies possibles de décrispation? 3 avocats togolais avec moi pour en parler. Maître Mawaba Songe Balouki, vous êtes avocat au barreau de Marseille en France et vous ne voulez pas du tout entendre parler de cette réforme qui, selon vous, n'augure rien de démocratique pour votre pays, le Togo. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci, maître. Merci, monsieur Togbe, pour l'invitation. Raphaël Niama Bandé Azaré, vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes également vent debout contre la réforme annoncée dans votre pays, le Togo. Vous dites bien connaître le fonctionnement du pouvoir togolais. Vous avez été par ailleurs l'avocat de Faure Gnassingbé, le grand frère de l'actuel président de la République. Mais qu'est-ce qui, dans cette réforme, vous rebute? On en parle au cours de cette émission. Merci, maître. Je vous remercie de l'invitation. Je remercie la nouvelle chaîne africaine et je pense que dans le débat, on ira dans les détails. Merci à vous. Alessi Iou, vous êtes avocat au barreau de Lille en France, membre du collectif DMK Dynamique Monseigneur Podjro, une organisation de la société civile togolaise. Pour vous, il ne s'agit même pas de réviser cette réforme, de revoir cette réforme, mais de l'enterrer, tout simplement. Vous nous en donnerez les raisons dans cette émission. Merci. Merci, M. Togbe, pour votre invitation. D'avoir accepté notre invitation. On commence par vous, Maître Songe Balouki. Je l'ai dit, le 29 mars dernier, le président de la République a demandé à l'Assemblée nationale une seconde lecture parce qu'il est attentif au tollé que semble susciter cette réforme. Une démarche qui vous satisfait? Non, pas du tout. Sensible à quoi? Au tollé. Mais qui a occasionné la crise? Ce n'est pas son parti et les autres qui sont à l'Assemblée nationale, mais ils pouvaient tout simplement retirer. La relecture, pourquoi faire, au fait? La relecture, c'est pour gagner du temps. Parce qu'en sa qualité de président de la République du Togo, l'article 150 alinéa 1er de la Constitution de 92 lui donne obligation de se lever contre les renversements constitutionnels. Donc, en tant que président, il pouvait dire « Ah non, s'il n'est pas au courant, s'il n'est pas à l'initiative, si c'est juste quelque chose qui lui tombe dessus, il pouvait dire en application de l'article 150 alinéa 1, je me bats contre ça, il ne faut pas. » Pourquoi parlez-vous de renversement? Ben, c'est un renversement constitutionnel. La réforme actuelle en débat? Ce n'est pas une réforme, c'est un renversement constitutionnel. Qui renverse qui? Je comprends pas. On nous change de république. Oui. Voilà. Est-ce que c'est comme ça qu'on change de république? Non. Pour changer de république, il y a une procédure bien établie qu'on a déjà fait plusieurs fois. On est à la 4e République, donc on sait le faire. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait les autres fois qu'on a voulu changer de république? Non. Ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas légal. C'est un renversement constitutionnel. On ne peut pas passer de la 4e à la 5e République de nuit, voté par quelques députés. Non. Hier, j'ai diffusé une vidéo de Faure Gnassingbé Yadema. Oui. Quand il faisait la campagne pour la 4e République, il a dit « Le pouvoir ne m'appartient pas. Le pouvoir appartient au peuple. » Donc, il faut demander au peuple s'ils veulent changer de république ou pas. Faire un projet, soumettre au peuple pour que le peuple vote oui ou non.
Est-ce qu'on ne sait pas changer de république au Togo? Si, on sait le faire. Ce n'est pas la première république. Pourquoi on n'a pas fait comme les autres fois? Est-ce qu'il y avait un débat? C'est maintenant qu'ils créent le débat. Ils créent la crise exprès pour pouvoir changer de république. Parce que pour qu'on puisse changer de république, oui, il faut qu'il y ait certains troubles. Il faut peut-être à la sortie d'une guerre, peut-être à la sortie de gros bouleversements sociétaux. Parce que la Constitution, c'est un contrat de société. C'est la fondation de la République. Donc, il aurait fallu aller au référendum. C'est ce que vous nous expliquez. On n'avait même pas besoin de changer de but. Donc, on n'a même pas besoin d'aller au référendum puisqu'il n'y avait aucun problème. C'est maintenant qui crée le problème. Ah. Pour vous, vous ne trouvez même pas l'opportunité d'un changement, d'un passage de la 4e République à la 5e République? Non. C'est bien votre point. Mais le problème, le fait est que la réforme, elle est là. Non, la réforme n'est pas là. On se bat pour que justement M. le Président de la République applique la Constitution de 92. L'article 150, il peut le faire. Alors, à ce stade, la réforme a été votée par la représentation nationale. On va dire ça comme ça. Le président demande une seconde lecture, mais pour l'instant, une réforme est adoptée par le Parlement qui est censé être composé des représentants du peuple togolais. Mais très rapidement, Maître Kandé Azaré, qu'est-ce qui, mis à part la question les questions de procédure et de forme, dans un régime parlementaire, vous rebute? Ouais, moi, je pense que je vais aller dans le sens de Maître Mawamba Malouki. Et effectivement, on ne peut pas, comme vous le dites, on ne peut pas tout de suite laisser de côté cette question de procédure. D'accord. Parce qu'en fait, c'est elle qui pose problème. Elle pose problème parce que nous ne pouvons pas, au moment où nous sommes en train d'organiser les élections, et la date des élections avait été bien connue. C'est ça, le 20 avril. Exactement. Au moment donc où tous les députés, où tout le peuple a les yeux tournés vers les élections, qu'un groupe de députés, et je rappelle qu'aujourd'hui les informations parviennent et qui font état de ce que ce n'est pas tous les députés qui sont allés à l'Assemblée nationale et tout le résultat qu'on nous a présenté était vraiment du faux. Nous y reviendrons peut-être, mais les informations concourent dans ce sens. Donc, un groupe de députés ne peut pas aller à l'Assemblée nationale en catimini, sans débat préalable, sans débat de pédagogie pour informer le peuple et se mettre je dirais pas à réviser la Constitution, mais à changer de république, de régime. Ce n'est pas possible. Donc, cette relecture que le président de la République demande, oui, je rappelle que c'est une stratégie de repli. Nous avons vu la même chose en 2005 quand Fonya Singbe a pris le pouvoir avec plus de 500 morts. Il s'est retiré, confié le pouvoir à Abbas Bonfo, mais il est revenu en force. Depuis 2005, il y est encore. Vous pensez que l'histoire se répète au Togo? L'histoire se répète, donc c'est un repli stratégique et les Togolais doivent l'avoir à l'esprit. Ça, c'est un. De deux, je dis que c'est un repli stratégique parce que le président, après avoir rencontré l'Assemblée nationale la dernière fois, a demandé le report des élections. C'est le gouvernement qui a sorti le communiqué. Quel est le lien entre la révision constitutionnelle et les élections qui sont programmées? Cela voudrait dire tout simplement que le président veut opérer malgré tout un passage en force. Donc, ce repli ou ce report, cette relecture qui est demandée pour dire que je suis sensible à l'intérêt qu'a suscité le projet, c'est un repli stratégique. Sinon, le président sait, il est conscient, je termine par là, que à la prochaine Assemblée, il n'est pas sûr qu'il ait la majorité. Et qui parle de relecture parle certainement d'une nouvelle adoption. Et donc, ayant conscience qu'il n'aura pas la majorité à la prochaine Assemblée, il veut opérer un passage en force et c'est pourquoi il a reporté les élections. Si vous permettez... Oui, s'il vous plaît. Je dirais que aujourd'hui, la situation dans laquelle nous vivons au Togo est une situation voulue par le souci, peut-être nous y reviendrons, d'une seule personne de régenter le pouvoir au Togo. Et je crois que c'est ça que les Togolais sont en train de combattre. Je dois préciser d'emblée que le représentant du pouvoir que nous avons invité n'a pu faire le déplacement pour être dans cette émission, quelque chose que nous déplorons. Mais ce n'est que partie remise encore une fois. Il y aura d'autres émissions pour évoquer cette crise, puisque visiblement il y a déjà crise. Et nous espérons que la prochaine fois, il sera dans l'émission pour vous répondre. Mais très rapidement, Maître Kandé Azaré, avant que je passe la parole à Maître Iou, une petite parenthèse. Vous avez évoqué la question du vote
à l'Assemblée nationale, vote au cours duquel il n'aurait pas été présent beaucoup de députés. Est-ce que le règlement de l'Assemblée nationale ne demande pas ou ne permet pas des votes par procuration? Moi, je ne sais pas. Mais oui, partout, il y a des votes, la possibilité de voter par procuration, mais je crois quand même que le vote par procuration doit être limité à un certain nombre de députés. C'est-à-dire que, par exemple, l'Assemblée nationale peut prendre ses décisions quand un quorum est atteint. Quand vous retrouvez, excusez-nous, je parle sur un ton grave, quand vous vous retrouvez pour un changement de constitution, je dirais un changement de régime, avec moins de la moitié des députés, je dis bien moins de la moitié des députés, le bon sens, le fonctionnement, les règles de la République voudraient que vous sursoyez à faire ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, si vous voulez, on peut même ne pas aller là. Oui. L'Assemblée nationale actuelle est arrivée à terme depuis le 31 décembre 2023. Ça voudrait dire que cette Assemblée n'a pas les prérogatives constitutionnelles pour prendre une disposition dans la vie ou qui implique, qui engage l'avenir de la société togolaise ou de tout un pays. L'une des raisons pour lesquelles le chef de l'État demande une relecture, c'est qu'il dit le vote ou l'adoption de cette loi a suscité un intérêt. Oui, mais de quel intérêt s'agit-il? L'intérêt fondamental qu'a suscité ce vote, c'est pour dire au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, l'Assemblée nationale qui a adopté cette loi n'a pas les prérogatives requises pour le faire. Redemander à cette Assemblée une seconde lecture, ça c'est une provocation. Donc c'est pourquoi je dis que le chef de l'État est en train de faire la diversion et pour moi, les Togolais doivent s'opposer contre cela. Maître Yougou, très rapidement, oui. On est en face de deux problèmes d'ordre procédural, puisque c'est ce que je semble comprendre. Non seulement il aurait fallu aller au référendum, ce qu'ils n'ont pas fait, mais en plus, il faut voter, il faut adopter la réforme par une Assemblée nationale pour vous illégitime. Tout à fait. Et tout ça répond à quel besoin selon vous? C'est quoi l'objectif? Maître Pandé Azaré nous dit, au fond, c'est pour satisfaire la volonté d'un homme. Oui, oui. C'est ce que vous pensez? Vous pensez que cette réforme est taillée sur mesure pour le président de la République? Comme toujours, comme depuis 2005. Tout a été toujours fait pour privilégier ou servir une personne. Et c'est ce qu'on demande, on refuse aux Togolais, enfin, pas aux Togolais, à ceux qui entourent Faure Gnassingbé, que le Togo n'appartient pas à une personne, et encore moins à une famille. Alors, pour revenir sur ce que vient de dire ma soeur et mon confrère, que je suis intégralement dans ce qu'ils disent, c'est que on est pour changer, je ne dirais pas, parce que ça, ce n'est pas une révision constitutionnelle. Hein. Moi, j'appelle ça un changement de constitution. C'est une modification, comme le dit mon confrère, de constitution. Pour le faire, il faut qu'il y ait, comme l'a dit ma consoeur, un motif. Il faut un motif. Quel est le motif qui nous amène à vouloir changer de constitution? Ben, vous avez lu l'exposé des motifs. J'ai lu l'exposé de motifs. Eh ben, donc, il y a des motifs qui ont été évoqués. Non, mais je vais vous expliquer. L'exposé de motifs ne tient pas debout. Mais pas vraiment rien du tout. Parce qu'on nous fait comprendre que c'est pour plus de démocratie, que c'est pour... Plus de représentativité, que c'est pour aussi éviter un pouvoir absolu entre les mains... Concentré entre les mains du président de la personne. Et que ça permet une participation plus démocratique de la population. Ben, sauf que c'est qu'un aspect qu'on nous expose. Ben, le régime parlementaire, c'est le régime le plus rejeté dans tout le monde entier. C'est le régime le plus instable. On ne peut pas nous parler d'une démocratie, d'une stabilité avec un régime parlementaire. C'est un non-sens. Vous prenez l'Italie, comptez le nombre de régimes de changement, vous verrez. Vous prenez même l'Angleterre, pas l'Espagne. La Belgique est restée 2 ans sans gouvernement parce que justement ils ont un régime parlementaire. Donc vous voyez tout ça là, c'est du pipeau. Ça, ce n'est pas du tout l'objectif. Je vais revenir quand même. Pourquoi je dis que, et je rejoins mon confrère là, sur ce point-là, pourquoi je dis que cette Assemblée n'a aucune qualité, aucune, pour statuer. Mais ça se trouve dans la Constitution elle-même. Que dit la Constitution? La Constitution dit, l'article 52 de la Constitution dit que, alors ça c'est une interprétation des gens qui ne sont pas juristes et qui ne comprennent pas. D'accord. Cet article dit que les élections
des députés ont lieu 30 jours avant la fin de leur mandat. Oui. Alors, en droit, les termes sont très précis. Quand on dit les élections ont lieu, ce n'est pas les élections peuvent avoir lieu. Donc, c'est très impératif. C'est impératif. Quand c'est impératif... Sauf et ça, s'il y a une situation... Et on le dit par la suite. Ok, d'accord, très bien. Le même texte le dit. Ok, très bien. Alors, si vous ne le faites pas, oui. Ben, normalement, vous n'êtes pas dans la légalité. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les élections n'ont pas eu lieu. Alors, il a dû avoir lieu en novembre, début novembre. Début novembre ou décembre, plus d'un, bien sûr. Ça devait avoir lieu. Alors, là où les gens qui se croient esprit malin arrivent à tromper les Togolais, c'est de dire que, mais en fait, dans le même article, il est dit que ceux qui... les députés en place restent en fonction jusqu'à la prise de fonction de leur successeur. Là aussi, c'est du français. Hein. Ils restent en fonction jusqu'à la prise de fonction de leur successeur. Ce n'est pas jusqu'aux élections de leur successeur. D'accord. Mais c'est ça le droit. Enfin, ceux qui ont écrit cette constitution en ont tenu compte. Pourquoi? Parce que dans le même article, on vous dit que les élections ont lieu, que la première session des élus, c'est le deuxième mardi après les élections. Donc il y aura quand même une marge où les gens... Ce n'est pas parce que vous avez fait une élection aujourd'hui que demain les nouveaux élus prennent fonction. Donc il y a une marge avant la prise de fonction. D'accord. Donc pendant ce temps-là, vous faites quoi? Vous assurez les affaires courantes. C'est précisé comme ça? Non, mais c'est l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est ça. Puisque vous êtes élu aujourd'hui, on est aujourd'hui le 4, le 5, vous ne prenez pas fonction le 6. Vous allez prendre fonction le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats. Expliquez-nous. Donc, expliquez-nous une petite parenthèse pour qu'on comprenne. Hein, oui. On parle du droit. Qu'est-ce qui, dans cette disposition, l'article 52, vous fait interpréter, et qu'est-ce qui, donc, dans cet article, vous fait interpréter la disposition comme limitant les prérogatives de l'Assemblée nationale dont le mandat est arrivé à terme? Oui. Mais... Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de dire qu'ils n'ont pas qualité à adopter une loi ou une réforme comme celle qu'elle... Le caractère impératif. D'accord. C'est-à-dire, vous devez, ce n'est pas vous pouvez. Deuxièmement, il y a les dispositions de l'article 2, alinéa 2, comment l'appelle-t-on, le règlement sur la bonne gouvernance. Oui, de la CEDEAO. Le protocole additionnel. Le protocole additionnel dit clairement que les élections ne doivent pas être modifiées les 6 mois qui suivent. D'accord. Les constitutions. Les constitutions, vous voulez dire. Et qu'on doit respecter aussi ce que dit la Constitution. C'est clair. Vous prenez cet article, il est clair là-dessus. Et là, non seulement on ne fait pas les élections, et j'ai entendu certains du pouvoir dire, mais au fait, pourquoi on conteste cette révision, leur pseudo-révision? Parce qu'en janvier, ils auraient déjà voté une loi pour augmenter les élus, c'est-à-dire les députés, passer de 91 à 113, et qu'on n'a rien dit. Mais ça, c'est ce que j'appelle l'idiotie, parce que ça nous arrive, par exemple, que nos clients fassent, j'en ai raconté à ma consoeur la dernière fois, c'est-à-dire, 2 minutes pour vous expliquer. Vous avez un délinquant qui commet une infraction aujourd'hui, on ne le voit pas. Il passe devant le juge, et il va dire, mais l'infraction que j'ai commise là-dedans, comme vous ne l'avez pas vue, je suis innocent cette fois-ci. Je suis innocent cette fois-ci. Or, ça s'appelle chez nous une récidive. Non seulement en janvier, ils ont commis une infraction, et en mars, ils commettent une deuxième infraction, et en nous disant, mais comme janvier, vous n'avez pas contesté, pourquoi vous contestez en mars? Non, c'est une récidive. Au fait, ils sont toujours dans l'illégalité. Conclusion, on est là dans l'illégalité totale. Dans l'illégalité totale. C'est pour ça que moi, je ne veux même pas entendre parler de référendum ou pas. Non, on est dans l'illégalité totale. Les personnes, quand vous prenez une décision par une personne qui n'a pas qualité de faire, sa décision, elle est nulle. Dernier mot. Les gens critiquent ça, les gens ne veulent pas comprendre ça. Lorsqu'un gouvernement change, lorsqu'on dégomme un Premier ministre, vous êtes sûr que les ministres qui suivent
sont capables de nommer des directeurs, de nommer des gens au moment où on a enlevé le Premier ministre? Non. Non, parce qu'ils perdent tous leur qualité de pouvoir nommer des gens. Ça s'appelle, toute décision, y compris celle-là, ça s'appelle modifier l'ordonnancement juridique des institutions. Comme on n'a plus qualité, on ne peut plus prendre des décisions qui modifient l'ordonnancement juridique des institutions. Ils sont dans l'illégalité. Moi, je ne comprends même pas pourquoi on fait des débats sur référendum. Il n'y a pas de référendum. Voilà. Si vous permettez. Oui, très rapidement, avant que je passe la parole à madame. Pour revenir sur cette disposition de l'article 52 qui prête à interprétation, et je rappelle que les gens le font de mauvaise foi. Et je suis dans le même sens que mon confrère Alexis Iou qui dit que le législateur de 92, le constituant de 92, n'a pas été, excusez-moi le terme, mais il n'est pas con. D'abord, la Constitution, le constitutionnalisme ne confère pas des pouvoirs à vie ou des pouvoirs illimités. Donc, on ne peut pas dire que les dispositions de l'article 52, dernier alinéa, les députés peuvent rester. Non, non, c'est pas possible. Tel qu'il a dit, c'est jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Ça voudrait dire que les successeurs sont connus par une élection. Nous ne sommes pas dans ce cas. Ici, il n'y a pas d'élection. Ça, c'est un de deux. Même si les successeurs sont connus, il y a une période intérimaire. Entre la fin du mandat et la première l'ouverture, il y a une période intérimaire. Donc, ils peuvent expédier les affaires courantes durant cette période intérimaire. Et l'article 144 de notre Constitution, alinéa 5, précise que aucune modification constitutionnelle ne peut intervenir en période intérimaire. Les députés, en fin de mandat, qui sont là pour expédier les affaires courantes. C'est important que vous rappeliez cette disposition. Quelle est la disposition qui le dit? Je dis l'article 144, alinéa 5, dit clairement qu'on ne peut pas modifier une constitution en période intérimaire. Donc, les députés l'ayant fait, ils ont commis ce que Mawamba a appelé une forfaiture. C'est un renversement de constitution. Et dans ce cas, c'est clair que le président de la République, s'il dit qu'il n'a pas connaissance de ce qui s'est passé encore, qu'on nous a dit que c'est une proposition de loi venant des députés de l'Assemblée nationale, et que, voilà, entre-temps, ça a été adapté. S'il dit qu'il veut se mettre au-dessus de la mêlée, c'est de dire, vous avez renversé la Constitution, moi, en tant que garant de cette Constitution, parce que j'ai prêté serment pour le faire, je rétablis la Constitution. Exactement. On ne peut pas demander une seconde relecture. Et comme je l'ai dit, ce qui, moi, me chagrine, c'est le fait de demander une relecture à quelqu'un qui n'avait ni la qualité, ni le pouvoir de le faire. Bon, et ça, il faut quand même que la dirige contre ça. On ne peut pas parler de rétablissement de la Constitution dès lors qu'il ne l'a pas promulguée, qu'il n'a pas promulgué. Oui, mais vous savez, nous savons jusqu'à ce jour, c'est la Constitution de 1992 révisée qui vaut au Togo. Je suis d'accord avec vous. Mais en demandant une seconde relecture, nous disons que ce n'est pas ça que les Togolais demandent. Parce que ce que les Togolais demandent, les Togolais disent, il n'est pas opportun que vous modifiez la Constitution. Vous l'avez fait de manière illégale et irrégulière. Nous demandons son retrait pur et simple. Très rapidement, Maître Balouki, je reviendrai tout à l'heure à vous. Pour qu'on comprenne la chose dans sa technicité, mettons de côté la question de l'égalité ou de l'illégalité. Ça veut dire quoi une seconde lecture au fond? Qu'est-ce que ça, à quoi doit-on s'attendre normalement? Bon, si on prend ce... Je ne veux pas me mettre dans leur tête, hein, mais je vais faire semblant de me mettre dans leur tête parce que je ne comprends même pas leur... Mais faites l'effort, oui. Voilà. Donc, si j'essaie de me mettre dans leur tête, la deuxième relecture, ça voudrait dire ou ils ne vont pas atteindre les 2/3, donc ça va être envoyé au référendum, ou ils vont voter contre et du coup, on n'en parle plus. Voilà. Mais l'hypothèse la plus probable, c'est qu'ils ne votent pas contre ça, on est d'accord. Ils ont la majorité, le pouvoir à la majorité. Ben non, même à leur sein, il y a des divisions. Hein. Leur mascarade, là, ça a créé beaucoup d'ennuis au sein de leur propre troupe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Je pense, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a certaines personnes qui ont jugé utile de ne pas venir. Ils savaient ils allaient faire ça. Ils ne sont pas allés. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Ok. Notre émission tout de suite.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de notre émission consacrée au Togo. Mes trois invités sont toujours avec moi, trois avocats. Mais ça montre aussi la richesse intellectuelle de votre pays, le Togo. J'aurais pu faire une émission avec 500 avocats togolais en France. J'en aurais eu autant et même plus. C'est aussi la preuve que votre pays dispose d'une immense richesse intellectuelle. C'est important de le souligner aussi, Maître Yu, très rapidement. Vous vouliez revenir sur la relecture demandée ce 29 mars par le président de la République. Et ça vous pose aussi problème, cette demande de relecture. Oui, parce que ça n'a pas de sens de demander une relecture. Mon confrère vient de le dire. Mais je vais vous renvoyer à l'article 144 dont vient de parler mon confrère. Oui. Le premier alinéa de cet article 44 dit que parce qu'eux, ils sont dans la révision, que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République et à 1/5 des députés. Oui. Donc, quand on dit concurremment, c'est les deux. Ça veut dire que le président ne peut pas dire qu'il ne connaît pas le texte, qu'il ne sait pas. Et qu'il faut. Parce que tout à l'heure, on a dit. Non, ça veut dire que le président de l'exécutif peut être à l'initiative des lois. Oui. Comme le législatif peut aussi être à l'initiative des lois. Pour nos révisions constitutionnelles, l'initiative de la révision, parce que dans la révision, l'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République et à 1/5 des députés. Ça veut dire que pour faire une révision, le président doit être associé au texte. Pourquoi on veut changer? Pourquoi on fait une révision? C'est ce que ça veut dire. Donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il ignore. Il ne peut pas le dire. Il n'a pas découvert le projet de réforme sur la table de l'Assemblée nationale. Il est partie prenante de l'Assemblée. Lisez l'article 144 de la Constitution togolaise, vous allez voir. Donc il ne peut pas le découvrir, c'est impossible. Donc aujourd'hui, partir à une relecture, c'est ce qu'a dit mon conseil, mais pour faire quoi? Pour nous dire quoi? Je ne sais pas. Mais excusez-moi la naïveté de ma question. Oui. Le président de la République, il est entouré d'éminents juristes, il y a même des professeurs de droit parmi les gens qui... Je suppose pour lui. C'est vous qui ne comprenez rien ou c'est eux qui n'ont pas compris? Parce qu'il y a manifestement quelqu'un qui n'a pas compris je pense que c'est l'esprit de la Constitution togolaise. Il n'y a même pas d'interprétation à faire. C'est écrit, noir et blanc. Noir sur blanc. Donc, c'est eux. Parce que je crois sincèrement, M. Togbe, que c'est parce que c'est des gens qui n'ont rien à foutre des textes. Ils marchent sur les textes. Ils en font ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne peut pas écrire ça et venir nous faire raconter autre chose. Voilà. Et ils marchent même sur leur propre texte, enfin, leurs motifs. Parce que dans les motifs, ils ont dit que ce serait pour une plus grande démocratie. Le lendemain, ils vont bloquer des gens qui veulent faire une conférence de presse pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec leur vote. Ça, c'est vrai, ça. Franchement. Il faut le souligner aussi. Et hier, ils ont arrêté des gens de la DMK et d'autres, 9 personnes qui sont en prison parce qu'ils contestent... Non, pas en prison, en garde à vue. Ou bien ils ont été déférés. Non, pas encore. Non, bon. Pas encore. Voilà. Pas encore. Et on ne connaît pas les motifs, encore. Ah non, mais est-ce qu'il y a un motif, selon vous? Est-ce qu'il y a un motif? Pourquoi on va... L'habeas corpus, ce n'est pas aux avocats. Est-ce qu'on peut priver quelqu'un de liberté sans lui dire les raisons pour lesquelles vous avez raison, on le prive de liberté? Monsieur Togbe, dans notre Constitution, il dit que quand on a... Notre Constitution, c'est pas autre chose, c'est pas le Code pénal, dit... que, je crois que c'est l'article 20, que lorsque vous êtes arrêté, on est obligé de vous dire, dans l'immédiat... Bien sûr. Ça n'a pas été fait. Ça n'est pas fait. Donc quand je vous dis qu'on marche sur... Mais je vous dis que même leur propre motif, même ils ne le respectent pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne? Ils sont en train de nous sortir des choses et le lendemain, ils violent en même temps leurs motifs. Parce qu'on n'a pas le test, hein, mais les motifs, ça a fuité, on a vu les motifs. Et ils font comme s'ils n'avaient jamais été au pouvoir et que c'est des étrangers qui étaient là. Eux, ils découvrent la Lune pour la première fois de leur vie. Mais non, ils nous prennent pour des idiots, c'est tout. Ils prennent le peuple togolais pour des idiots. Maître Azaré, excusez-moi ma question encore une fois. Moi, j'aime qu'on dise les choses clairement. Vous voyez, dans mon émission, il faut dire les choses clairement. Et il faut être droit. Il faut aller droit au but. Qu'est-ce qui véritablement pose problème? Si le président de la République actuelle du Togo,
s'appelait un certain Agbeyome Kodjo ou Jean-Pierre Fabre ou Azaré Onze, et que ce projet de réforme arrive sur la table de l'Assemblée nationale, est-ce que ça aurait suscité autant de tollé? Oui. Si ce projet de loi arrivait à l'Assemblée nationale, qui était en fin de mandat, donc je résume que si elle adoptait la même procédure, le principe, la problématique allait toujours se poser. Parce que la loi est impersonnelle, elle est d'ordre général. Et ce que nous constatons depuis, je dirais, de 1998 ou 2002, et surtout à partir de 2005, les lois sont taillées sur mesure. Et actuellement, nous disons que cette loi, effectivement, est taillée sur mesure. Parce que le président de la République, qui rechigne à retirer cette loi afin de demander une seconde lecture, effectivement, on ne peut pas nous dire que cette loi, il n'a pas connaissance, comme l'a dit Maître Alexis ou Maître Songé Balouki. Mais cette loi est taillée clairement sur la mesure de M. Faure Gnassingbé qui redoute le scrutin présidentiel de 2025. Expliquez clairement aux Togolais qui vous suivent. Mais ils nous suivent. Mais il faut l'expliquer clairement. On dit, la loi dit, l'actuel président concentre un peu trop de pouvoir. Oui. Le régime parlementaire que vous voulez adopter va permettre de délester le président d'une partie de ce pouvoir qu'on remet au Premier ministre qui va être le chef du parti. Du conseil. Je vous dis clairement. Vous pensez que le président va devenir Premier ministre? C'est une fuite en avant. C'est possible. C'est vraiment une fuite en avant. Mais qu'est-ce qui parce que empêche? je pense que c'est une fuite en avant. Pourquoi? Parce que le régime présidentiel ou semi-présidentiel, tel qu'adopté par la Constitution de 1992, n'a jamais été appliqué dans son essence. C'est vrai. La seule application qui a eu lieu, c'est avec le Premier ministre Kofigo, mais nous avons vu que le Premier ministre Kofigo a été braqué à sa résidence à l'époque. Parce qu'effectivement, le président voulait toujours garder ses prérogatives. À la primature. Exactement. À la primature. Donc, ne venez pas nous dire que ce régime que vous n'avez jamais appliqué n'est pas adapté à nos réalités. Et je voudrais dire, c'est ici que votre question retrouve tout son sens, c'est-à-dire est-ce que le chef de l'État est entouré de personnes, mais il y a des conseillers, il y a des professeurs d'université qui sont sortis pour défendre cette loi et donner les motifs de la révision. Je voudrais en citer 3 et donner les raisons. S'il vous plaît. Le premier motif, ils disent que les élections présidentielles au Togo sont chrysogènes, c'est-à-dire qu'il y a des crises à la suite des élections présidentielles. Je dis faux. C'est parce que ils ne veulent pas que les élections soient transparentes. Ils ne les organisent pas selon les normes et standards internationaux, que ces élections sont chrysogènes. Deuxième point. On ne peut pas. Donc, deuxième point. Oui. Ils disent que les élections sont dispendieuses, c'est-à-dire que les élections coûtent cher. Et c'est ici que je voudrais interpeller sur votre plateau votre confrère Alain Foucault, qui a pris ses valises de la France pour aller débarquer au Togo pour faire... Enfin, pour lui, pour moi, ce n'est pas un journaliste, il est devenu un homme d'affaires. Nous y reviendrons peut-être. Mais pourquoi vous pensez qu'Alain Foucault est devenu un homme d'affaires? Je vais y revenir, parce qu'il a créé son groupe. Je vais y revenir. Okay. Les élections au Togo n'ont jamais été dispendieuses. Les autorités togolaises refusent d'accepter que les partenaires en développement les accompagnent dans l'organisation des élections. Parce qu'elles ne veulent pas respecter les standards internationaux. Parce que si l'Union européenne finance, l'Union européenne va chercher à avoir ses yeux dedans. D'accord. Donc, pour que l'Union européenne n'ait pas ses yeux dedans, pour que les élections, ils déclarent que les élections soient transparentes, les autorités togolaises ne veulent pas accepter l'accompagnement. Donc, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les élections soient transparentes. L'autre chose, et qui moi, me met en toute ébullition, oui, c'est qu'on nous dise que le suffrage universel ou le régime présidentiel n'est pas adapté aux réalités africaines. Non, je pense quand même que... Et le Sénégal vient de démontrer au même moment tout à fait le contraire avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye au suffrage universel. Et donc, le Libéria avant le Sénégal. Donc on ne peut pas nous dire que l'élection présidentielle ou le régime présidentiel n'est pas adapté aux réalités africaines. Et c'est là que j'interpelle une fois encore sur ce plateau M. Alain Foucault, qui, après 30 ans de service, a débarqué au Togo. Je dis que ce monsieur, il est d'une dangerosité extrême pour le Togo. Parce que c'est lui qui, dans des émissions précédentes, a dit que les élections sont coûteuses au Togo. Et ça
transparaître dans l'exposé des motifs ou bien dans les motifs que les professeurs d'université sont sortis pour essayer d'expliquer aux Togolais. Je termine par là. Est-ce que vous ne donnez pas à mon confrère non. et aîné à l'EFOCA je ne vais pas trop m'occuper de lui. Plus de pouvoir qu'il n'en a? Je ne vais pas trop m'occuper de lui, mais il est dans le cercle de ceux qui ont orchestré cette modification. Et ça, il ne faut pas se voiler la face. Je ne vais pas trop lui accorder trop de valeur, mais dire que le régime présidentiel n'est pas adapté au régime présidentiel, je pense qu'il faut opposer une fausseté catégorique parce que, et je termine par là si vous permettez, ceux qui disent qu'il faut un régime parlementaire, quelle étude ils ont fait du régime présidentiel au Togo? Les professeurs d'université qui sont sortis sur les médias, je rappelle qu'eux, ils sont du gouvernement. Pourquoi les députés qui ont voté cette loi ne sont pas sortis pour expliquer les motifs et que c'est les professeurs d'université qui sortent, excusez-moi, comme des griots pour soutenir un test dont ils n'avaient même pas connaissance? Et ça, c'est clair. Quand vous les entendez parler sur le plateau de la télévision togolaise, ils nageaient dans les théories générales du droit, ils invoquaient les théories, mais sans les rapporter à la réalité. Quel professeur peut nous dire aujourd'hui qu'il a mené des études sur le régime semi-présidentiel au Togo, tel qu'appliqué et adopté depuis 1992 jusqu'à ce jour, et qu'il tire les conclusions claires que ce régime n'est pas adapté aux réalités togolaises? Mieux, je termine par là, l'exemple qu'on invoque pour dire que le panafricanisme, ou tenter d'opposer le panafricanisme à la démocratie, on nous cite l'exemple de l'Allemagne, l'exemple de la Grande-Bretagne, mais ces pays ne sont pas les pays africains. Vous voyez comment c'est un peu idiot? C'est pourquoi nous disons que on veut tout simplement quelqu'un qui a peur du suffrage universel, qui est Faure Gnassingbé, qui sait qu'en 2020, cette expérience lui est restée gravée à la mémoire, surtout en 2020. D'abord, en 2015 et en 2010, il n'a jamais eu le suffrage comme en 2005, mais en 2020, c'est resté dans sa tête. Donc, il ne peut pas continuer par maintenir le principe de son élection au suffrage universel alors qu'il redoute le suffrage universel. Et donc, pour nous, mais Monsieur le Président, on lui demande tout simplement, vous n'avez pas à demander une seconde relecture. Vous n'avez qu'à retirer purement et simplement cette loi. Restituons les choses dans leur exactitude et dans leur rigueur. Dites-nous. Dans l'exposé des motifs, il n'est pas dit que le présidentialisme n'est pas adapté. Ils ont dit n'est plus adapté au regard de l'expérience politique, du parcours politique. Enfin, moi, je dis les choses telles que elles sont. On n'a pas, n'est pas adapté, mais n'est plus adapté au regard donc des expériences politiques que vous faites depuis l'indépendance. C'est ce qu'ils disent. Moi, je restitue. Ce qu'ils disent, mais je vous ai restitué. Oui. S'ils disent que c'est plus adapté, parce que c'est coûteux, parce que c'est chrysogène. Oui. Mais c'est quoi? Pourquoi les élections? Ah ça, par contre, c'est ça voudrait dire que les élections n'ont jamais été transparentes. Les élections, les procédures, c'est-à-dire depuis le fichier électoral, l'enrôlement, le recensement électoral, la proclamation des résultats. Vous avez vu la dernière élection? Les États-Unis, le département d'État américain a demandé que les élections soient proclamées bureau de vote par bureau de vote. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose. On a refusé à des organisations de la société civile d'observer les élections. La conférence des évêques du Togo est sortie pour dire qu'il faut le rétablissement des urnes. Je rappelle, et je termine par là, je m'incline devant la mémoire de ces grands hommes, car à la suite de ces élections, Monseigneur Philippe Anoko Kodjouro est mort à l'exil. Monsieur Agbeome Kodjo, qui est le vrai gagnant de cette élection, est mort à l'exil. Donc, on ne vient pas nous dire que les élections engendrent des crises, mais ce n'est pas la faute de l'opposition, ce n'est pas la faute du peuple togolais. On peut entendre ce que vous dites, maître, mais est-ce que les États-Unis sont un bon exemple en matière de démocratie électorale? Ce n'est pas très sûr. Quand on considère la notion de grands électeurs et de petits électeurs, alors que tout le monde est censé être, les citoyens sont censés être égaux et one vote, one man, one vote, en matière de démocratie électorale, mais cela n'enlève rien à la Je ne suis pas sûr que vous êtes en train de comparer là, les États-Unis au Togo. Non, c'est parce que vous avez dit les Américains. Ah bah d'accord, ok. Et Maître Malouki, on retient deux choses, au fond, sur la question de la procédure. Qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que si on procède par référendum, la réforme ne va pas passer? Parce qu'avant qu'ils ne mettent leur... Je ne sais même pas quel mot donner à ce qu'ils ont... On va appeler ça comme ça. Faites l'effort d'appeler ça réforme constitutionnelle. Non, ce n'est pas une réforme.
Mais ce n'est pas une réforme constitutionnelle. D'accord. En fait, j'ai l'habitude de donner... Je fais beaucoup de lives sur le sujet, là. Je ne dors plus à cause de ces histoires. Oui. J'ai l'habitude de dire, voilà, on prend une voiture qu'on apporte chez un garagiste et le garagiste, au lieu de réviser la voiture, change la voiture sans l'accord du propriétaire. Ah, c'est ce qu'ils nous ont fait. C'est ça l'allégorie que ça vous inspire. Oui. Évidemment. Oui. Ah ben oui. Révision, ce n'est pas changement. Ce n'est pas la même chose. Donc, ils n'ont pas fait de révision. Ils ont fait un changement. Je suis contre ce changement. Et je le dis tout le temps, il faut qu'on se mobilise. Voilà. Pour que ça ne passe pas. Je propose qu'on m'accueille. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée au Togo. Maître Songué Balouki, vous étiez en train de répondre à la question avant la pause. Vous étiez en train de répondre à la question que j'ai posée, à savoir qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que si cette réforme, ce projet de réforme est soumis au référendum, il ne passerait pas? Ça ne passerait pas pour plusieurs raisons. Oui. Déjà, le peuple n'a jamais demandé à ce qu'on modifie la Constitution. Ok. Voilà. Oui. Ce n'est pas une urgence pour le peuple. Actuellement, là où le peuple est, c'est comment manger, comment se soigner, comment mettre son enfant à l'école sans qu'on apprenne que l'enfant est mort parce qu'un pan du mur lui est tombé dessus. Il y a plein de problèmes au Togo. La Constitution, leur histoire là, enfin, je sais. Je dis encore, j'ai du mal à dire réforme parce que c'est pas, pour moi, c'est pas une réforme, c'est un coup d'État qu'ils sont en train de faire. C'est un coup d'État. Et ça ne passerait pas parce qu'on appelle à la mobilisation. Ça fait je fais régulièrement des lives TikTok. Ça fait... On appelle tout le monde à se mobiliser, à dire non. Et comme les gens ont peur de sortir, on dit à tout le monde de faire des vidéos pour dire non. Il y a plein de jeunes Togolais qui font des vidéos de partout. Des gens de tous les coins du Togo. Mais un référendum, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais à qui on parle sur les réseaux sociaux? C'est aux Togolais, non? Vous croyez que le PASTEF a fait comment pour mobiliser les jeunes? C'est sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Les réseaux sociaux, actuellement, c'est les médias de référence. La personne qui n'a pas encore compris que les réseaux sociaux, c'est vraiment les médias de référence. Et qu'on arrive à parler à tout le monde, des gens dans leur village, dans leur champ. Moi, je le vois. Ils sont dans leur champ, ils m'appellent de leur champ. Et on mobilise énormément sur les réseaux. En plus, ça va dans le monde entier. Parce que quand ils ont commencé par faire leur histoire là, voilà, on est monté sur les lèvres de tous les panafricains pour leur expliquer, pour dire voilà, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Et ça s'est propagé. Et tout le monde s'est mobilisé pour que ça ne marche pas. Parce qu'on a dit, il ne faut pas nous laisser seuls Togolais face à cette dictature-là. Donc, c'est le moment de réunir tous les panafricains. Et ça marche. Hein? Ils sont à fond. Ils nous aident. Ils font des lettres pour parler. Du coup, tout le monde comprend et tout le monde est abasourdi par ce qui se passe. Ce n'est pas possible. Ça ne passera pas. On appelle à la mobilisation. On dit aux gens, mais vous savez, on fait la campagne sur les réseaux sociaux maintenant. On donne des consignes. Ça ne passera jamais. S'il n'y a aucun procès d'intention oui. de votre part, il y a alors un paradoxe. Vous dites qu'un pouvoir fonctionne de façon autocratique, que c'est la dictature absolue. On propose une réforme pour démocratiser. Vous dites, vous n'en voulez pas. Alors, ça ne démocratise pas. Si ça démocratise... Bon, on ne sait pas encore. On ne saura pas quand mais on non, pas attendez, fait je vais vous expliquer. Ah, c'est juste pour comprendre. Oui, dans leur proposition. Ouais. Dans leur proposition qu'on a réussi à avoir, pas ce qu'ils ont voté après, mais dans leur proposition, la désignation du président, le peuple ne sait pas. On vote les députés. C'est ça. Maintenant, les députés vont aller à l'Assemblée et des candidats dont on ne sait rien vont venir déposer leur candidature à l'Assemblée. Oui. Et il appartiendra à l'Assemblée de désigner aussi bien le président que le président du Conseil. Sans débat. Sans débat. Le peuple est où dedans? On ne sait pas qui sera président. Oui, mais quand vous avez la majorité, débat ou pas débat, ça... Non. Non. Si vous permettez, moi, je vais à la suite de Maître Balouki. Allez-y. Même un référendum ne passerait pas. Eux-mêmes, ils savent que ça ne passerait pas. Voilà. C'est pourquoi, mais quand vous voulez... Et vous êtes si sûr? Oui, très sûr même. Oui. Très sûr. Bien sûr. Ça ne passerait pas parce que ils l'ont fait en catimini. D'abord, ils l'ont fait en catimini. Et nuitamment.
sans que tous les députés ne soient présents. Je dis, on a des informations, on y reviendra, sans que tous les députés soient là. Ensuite, vous voulez engager un pays dans un changement de régime. Vous ne faites pas un débat pédagogique. Pour l'expliquer au peuple, c'est quoi la différence entre le régime parlementaire et le régime semi-présidentiel que nous avons adopté depuis 1992. Mais vous savez pourquoi ils n'ont pas fait? Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Je vous dis qu'en 2016-2017, ils ont tenté de le faire par la commission Awanana, qui allait à commencer par sillonner les territoires, aller à Dapan, Mangwa, Sokode. Je pense que c'est à Bafilo qu'on leur a jeté la pierre parce qu'ils tentaient de poser aux citoyens togolais de quelle manière vous voulez être gouverné. Est-ce que par un régime parlementaire ou bien par un régime présidentiel? Et on leur a jeté les pierres. Et je dis que c'est à la suite de ça qu'est né effectivement le soulèvement du 17 août avec avec Tipi Atchadam, le Parti national panafricain. Donc, les Togolais, ce qui, comme l'a dit Maître Songui, Maître Baloki, ce n'est pas ça qui intéresse les Togolais aujourd'hui. Ce n'est pas la nature du régime. Parce qu'en réalité, qui anime le régime parlementaire, qui anime le régime présidentiel? C'est des hommes. Qui anime les institutions? C'est des hommes. C'est le régime parlementaire qui va venir combattre la corruption? Non. Le chef de l'État, là où il est, s'il veut combattre la corruption, mais il a toutes les manières de combattre. Il a tout le pouvoir de combattre la corruption. Je termine par là. Nous avons la Cour des comptes qui a sorti un rapport sur la gestion des comptes. Accablant, impliquant les membres du gouvernement. Mais les membres du gouvernement sont allés faire un scénario, jouer un film devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a rien fait. Alors que après ce rapport, on devait mettre ceux qui étaient impliqués, les démettre de leurs fonctions, les mettre à la disposition de la justice. Le rapport dans l'affaire Petrolgate qui conduit aujourd'hui le journaliste Ferdinand Haïti à l'exil. Dans ce rapport, la commission des finances du ministère de l'économie et des finances, l'inspection générale, a recommandé à citer des noms, dont l'ancien ministre, je crois, du commerce, a cité les noms pour dire ces personnes ont été convaincues des détournements de deniers publics. Démettez de leurs fonctions, mettez-les à la disposition de la justice. Mais qu'y a-t-il de plus clair que ça pour lutter contre la corruption? Donc, ce n'est pas la nature du régime. Les Togolais n'ont pas besoin de la nature du régime. Les Togolais ont besoin des institutions fortes, indépendantes, des hommes qui ont de l'ambition pour le Togo, des hommes qui répartissent les richesses nationales de manière équitable, telle que le prévoit la Constitution, pour qu'il y ait des infrastructures, les écoles, il y a des infrastructures routières, il y a des centres de santé, pour que les citoyens aillent se soigner, aillent s'instruire et aient des centres de loisirs. C'est de cela qu'on même a de l'eau, même de l'eau potable. de l'eau potable. Même de l'eau potable. Voilà. On n'en a pas. C'est ça. Vous croyez que c'est le régime parlementaire qui va aller mettre des forages dans les villages où il n'y a pas d'eau? Nous, on a fait, je parle tout le temps. Dans la région de Hao, l'Union européenne a donné 2,2 milliards pour faire des forages. Jusqu'à présent, il n'y a pas de forage. C'est le régime parlementaire qui va venir combattre ça? Mais non, ça ne change rien à la vie du Togolais. Il faut qu'ils expérimentent. Il faut que nous expérimentions d'abord le régime présidentiel, comme c'est écrit dans la Constitution. Après, ce n'est pas le cas? Ça n'a pas été le cas. Non, c'est pas le cas. Ah bon? Non. Mais c'est pas le cas. Mais alors c'est important ce que Maître Panzé vient de dire. La question du dialogue, du partage, de sensibilisation, mais est-il jamais tard pour mieux faire? On a vu lors d'une récente sortie où un conseiller du président de la République propose effectivement qu'on donne la parole à tout le monde, y compris les chefs religieux. Au moins, ils pensent maintenant aux chefs religieux. C'est très bien. Et on peut rattraper le coup, non? Vous savez, le plus important, c'est qu'en Togolais, vous arriviez à vous parler. De toute façon, vous finirez par vous parler, de toute façon, à un moment donné. Si vous permettez, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Vous ne pouvez pas, ne mettez pas la charrue devant les bœufs. Mais je parle du chef de l'État en demandant une seconde relecture de cette modification, de ce changement de régime. Le chef de l'État et son gouvernement, ses collaborateurs, mettent la charrue devant les bœufs. Si vous voulez engager des citoyens, vous voulez engager des citoyens sur l'avenir, sur le contrat qui vous lie,
ne signez pas le contrat avant de leur dire, après qu'ils aient contesté. Le président n'a pas promulgué. Mais non, il n'a pas encore promulgué, mais la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Bien sûr. Ça aurait été mieux qu'on dise aux Togolais, voilà le type de régime que nous voulons. C'est vrai. Voilà. Ça aurait été, il fallait le faire au préalable. Au préalable. Bien sûr. Mais ne l'ayant pas fait, on ne peut pas maintenant dire que, mais écoute, et nous savons que cette demande de du coup, rien n'est plus rattrapable. Pour ne l'avoir pas fait au préalable, pour vous, c'est impossible. Vous voulez que nous retirons notre demande? Il faut retirer cette loi purement et simplement. Moi, j'irai beaucoup plus loin que mon confrère. Vous savez, le Togo n'a pas un problème de texte. La constitution togolaise, elle n'est pas parfaite, mais elle est applicable. Nous avons un problème d'hommes et de gouvernance. Et de système. Voilà. Ah, le système tel que la Constitution le prévoit, oui, mais les hommes qui sont là et qui ont construit le Togo sous un autre aspect que ce que les textes disent, c'est pas acceptable, tout simplement. Vous venez de dire tout à l'heure, et ma consoeur, je dirais, mais la question fondamentale qu'on pose aujourd'hui, c'est de quoi a-t-on besoin au Togo? De quoi les Togolais ont besoin? C'est ça. Le mec qui se trouve à Dapaon, qui fait son champ, qui ne sait pas, après sa récolte, comment faire pour le descendre à Lomé, mais il n'a rien à faire, monsieur. Du parlementarisme. Du parlementarisme. Le gars qui n'a pas de l'eau à boire, qui n'a pas d'électricité, qui ne sait pas se soigner, mais vous lui parlez du parlementarisme. Pourquoi faire? Il ne comprend même pas. Donc, ce n'est pas là le problème. Alors, si les gens qui font ça ont la conscience, vous nous demandez si on peut avoir une discussion. Oui, de toute façon. C'est théorique. Parce que vous pouvez discuter avec quelqu'un qui peut vous écouter. Au Togo, il y a eu 28 ou 29 dialogues. Il n'y a aucun qui a abouti. Je ne dis pas que ce n'est plus possible. Mais, vous voyez, vous voulez discuter avec quelqu'un qui, au moindre mot, au moindre pas, on vous emprisonne. En 2001, il y a Jean-Paul Oumolou qui a quitté la Suisse pour aller au Togo. 2021, pardon. 2021, et on l'a arrêté. Or, notre constitution dit qu'aucun Togolais ne peut être interdit d'entrée et de sortie du pays. Article 22. Mais non, lui, il est rentré, il n'est pas sorti, hein, il est en prison. Pour quel motif? Oui, mais pour des motifs du même genre. Trouble à l'ordre public, parce qu'il a dit des choses sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est suffisant pour vous emprisonner. C'est exactement comme les 9 là, qui viennent d'être pris pour aller amener en garde à vue, dont on ne sait même pas pour quel motif. Alors, vous voulez discuter avec ces gens-là? C'est pas possible. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et une volonté de discuter. Or, cette volonté, même si elle existe de notre côté, ça n'existe pas de leur côté. Parce que si ça existait de leur côté, ils n'allaient pas emprisonner les gens à tout va. Il y a aussi les 16. Il y a votre collègue, un journaliste, qui a publié un article, mais il est en prison. On l'a déposé en prison. 71 ans. Le directeur de publication de la DPS. 71 ans, on l'a déféré en prison. Oui, mais là, donc, vous voyez, vous ne pouvez pas discuter avec des gens comme ça. La discussion est impossible. C'est pour cela que je dis, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on change de dirigeant. Il faut qu'un jour, Faure Gnassingbé prenne acte de son incapacité à diriger le Togo. Parce qu'il a fait 20 ans. Je vais vous dire, M. Tobé. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir presque en même temps que Kagame. Kagame, ce n'est pas un enfant de cœur non plus. Hein. Je n'ai pas de sympathie pour lui. Mais allez au Rwanda, allez visiter le Rwanda et venez au Togo. Vous verrez quand même la différence. Bon, sur le Rwanda, il y a un peu de com quand même. Kigali, c'est pas... Rwanda, c'est pas Kigali. Non. Il faut pas aller mais on est d'accord. Allez à Kigali et venez à Lomé. Alexis, il faut aller à Cotonou. Voilà. Allez à Cotonou, juste à côté. Lui, il n'a fait que 6 ou 7 ans, actuellement. Monsieur Patrick Talon, le président Talon. Je ne sais pas si c'est le bon. Non, mais je sais. Je vous laisse la paternité de votre... Moi, j'ai des amis béninois qui critiquent énormément Patrick Talon. Un jour, je leur ai dit, écoute, si vous voulez, on peut échanger nos présidents. Vous êtes sûr? Ah oui, mais ils m'ont dit non, pas le nôtre. Ils veulent échanger, mais pas avec le nôtre. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux dire par là tout simplement que 20 ans bientôt, mais il n'a strictement rien fait. Il faut prendre acte de son incapacité à pouvoir faire les choses et laisser les autres faire. C'est ce refus de laisser la place et de vouloir faire changer
Pourtant, une vous avez des compatriotes, quand ils reviennent des vacances, ils disent mais le Togo a changé. Il a changé dans le mauvais sens. En fait, ah non, mais c'est pas ce qu'ils disent. Hein. Ils disent que c'est... Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Changé dans le mauvais sens. Vous savez, il y a un recul énorme. Comparaison n'est pas raison. Mais quand vous prenez l'exemple que donne Maître Alexis Iou, mon confrère, sur le plan du développement, je pense qu'il a dit, mais moi qui suis ici, je suis né avec les Nyasingbe. Je suis né avec les Nyasingbe. Et mes enfants sont nés avec les Nyasingbe. Donc son nom le disqualifie. Oui, mais ce n'est pas une question de nom, au fait, en fait. Ah, mais puisque c'est... Oui, mais je suis d'accord, oui. Mais nous sommes quand même dans un régime, nous avons adopté le principe que c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple. Oui. Donc, nous sommes dans la République. En 2005, Faure Gnassingbé est venu au pouvoir. Oui. Il y avait le président Jonathan Misso au Ghana. Oui. Il est parti. Après lui, je crois qu'il y a son successeur, avant l'actuel Nana Akufo-Addo. Au Bénin, il y avait Kérékou. Oui. Kérékou est parti. Il y a eu le président Yahi Boni. Yahi Boni est parti. Aujourd'hui, nous sommes avec Patrice Talon. Oui. Patrice Talon dit que je ne ferai pas un troisième mandat. Faure Gnassingbé, il est dans son quatrième mandat, il lorgne un cinquième et il lorgne un pouvoir à vie. Faure Gnassingbé est venu au moment où le président Chirac était là. Le président Chirac est parti. Après Chirac, il y a Hollande. François Hollande est parti. Sarkozy est parti. Et aujourd'hui, Macron est là. Macron va partir. Faure Gnassingbé est toujours là. Il est venu au moment où George Bush était là aux États-Unis. George Bush est parti. Après lui, c'est Barack Obama. Barack Obama est parti. Après lui, je crois qu'il y a eu un autre président. Il est parti. Après lui, Trump est là. Trump est parti. Joe Biden va partir. Faure Gnassingbé est toujours là. Dites-nous la vérité. Alors, ça ne s'arrête pas à sa personne. Si on constatait un développement du pays, où il y a des ressources, des richesses qui sont réparties, mais le procès Bolloré nous a bien mis aux yeux du monde que les agents publics étrangers, notamment, et je ne dirais pas, j'ai du respect pour lui, mais quand on parle de la violation de la souveraineté, ceux qui ont concédé, ont signé le contrat avec Bolloré, c'est l'Assemblée nationale, c'est l'exécutif. Donc, il y a eu corruption d'agents publics étrangers et que la souveraineté du Togo a été violée. Pensez-vous que nous pouvons continuer à avoir des gens qui utilisent de la force pour asseoir leur pouvoir, qui utilisent de la corruption pour avoir le pouvoir, asseoir le pouvoir, maintiennent les Togolais dans l'extrême pauvreté, dans le dénuement pour asseoir le pouvoir? Mais je pense qu'on n'en a pas besoin. Donc, ce n'est pas... Il y a la longévité au pouvoir, le désir du pouvoir à vie, mais il y a aussi la pauvreté d'un peuple qui vit dans le dénuement, qui n'a pas la liberté de s'exprimer actuellement. En gros, la priorité actuelle des Togolais, ce n'est pas le changement de régime, ce n'est pas le changement de République. Très rapidement, c'est le mieux vivre, le bien-être rapidement, Maître Balouk. Est-ce que finalement, il n'y a pas une espèce de fétichisme autour de votre conscience? On ne va jamais la changer ou la modifier. À quel moment? Que faudra-t-il pour qu'au Togo, on modifie la Constitution? Nous ne sommes pas contre un changement de république, mais il faut suivre une procédure. Quand on a changé à 92, c'est parce qu'il y avait un souci. Et pour changer de république, ce n'est pas compliqué. On appelle l'Assemblée constituante, composée de gens de divers horizons, diverses couches socio-professionnelles. Ils font un projet et on soumet un référendum. Mais la Constitution, c'est un contrat social. Est-ce que les Togolais ont dit que ce contrat qui nous unit pour l'instant, on n'en veut pas? C'est maintenant qu'eux, ils sont en train d'amener un débat que le Togolais n'a jamais voulu amener. Mais on n'a pas dit qu'on ne va pas changer de constitution. C'est normal de changer de constitution quand les choses bougent. Mais là, ça ne bouge pas. Pourquoi on va changer de constitution? Franchement. Et en plus, ils en profitent là pour reporter les élections s'inédiées. Je ne suis pas d'accord. Hein. Il faut qu'ils maintiennent la date des élections. Vous posez une question intéressante. Vous demandez si les Togolais veulent qu'on change la constitution. Il se trouve que les représentants du peuple siègent à l'Assemblée. Ah non, mais attendez. Les représentants, ils sont censés être les représentants du peuple. Non. Il y a eu un rendez-vous en 2018 où il aurait fallu effectivement que toutes les formations politiques concourent, participent aux élections législatives
pour que l'Assemblée nationale togolaise reflète réellement les différentes composantes et sensibilités politiques de votre pays. Mais vous avez boycotté. Et donc, ceux qui sont allés sont censés aujourd'hui... Mais on va pas... Tout le monde ne va pas boycotter, on est d'accord. Quand vous boycottez, ceux qui sont allés sont aujourd'hui les élus du peuple togolais. Et c'est eux qui, aujourd'hui, parlent au nom du peuple togolais. Enfin, mécaniquement, mécaniquement. Monsieur Togwe, l'Assemblée constituante, ce n'est pas l'Assemblée nationale. C'est deux notions différentes. L'Assemblée constituante, c'est une assemblée qu'on choisit pour réfléchir sur un projet de constitution. C'est quand on veut changer de constitution. Car il y a Ah, vous considérez que là, c'est un changement de constitution. Ah, mais d'accord. Mais ce n'est pas une assemblée constituante. L'assemblée constituante est désignée, choisie pour faire un travail donné. Une fois que le travail est fini, on n'en parle plus. Ils sont là pour ça. Eux, là-bas, là, les gens qui sont à l'assemblée, déjà, c'est différent. On a déjà changé de constitution. On sait comment on fait. Pourquoi maintenant on ne peut pas appliquer ce qu'on a déjà fait? C'est pas comme si c'était maintenant qu'on découvrait comment changer de constitution au Togo. On a déjà fait 4 fois déjà. Nous sommes à la fin de l'émission. On fait comment pour s'en sortir maintenant? Comment vous sortez de cette crise, de cette tension qui sont maintenant nées suite à l'adoption de ce projet de réforme le 25 mars dernier? On a pris l'article 150 de la Constitution du Togo. C'est prévu dedans. Qui dit quoi? Qui dit qu'en cas de renversement constitutionnel, parce que j'ai toujours dit que c'est un renversement constitutionnel, je tiens fermement, en cas de renversement constitutionnel, le président de la République peut même faire appel aux accords bilatéraux pour que l'ordre soit rétabli. Il y a les membres du gouvernement, Assemblée nationale, le peuple, ça c'est à la ligne 2, le peuple est appelé à user de tous ces moyens. On n'a pas défini le moyen, tous les moyens possibles pour rétablir la Constitution. Voilà. Et l'article 150 alinéa 3, ça c'est hyper important. Je tiens à rappeler à ceux qui sont en train de faire ce renversement constitutionnel que l'article 150 alinéa 3 de la Constitution dit que c'est un crime imprescriptible contre la nation. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a un crime? Le renversement constitutionnel. Ils seront jugés. Le renversement constitutionnel est un crime imprescriptible contre la nation. Donc, tôt ou tard, ils seront jugés. Et je tiens à leur rappeler que M. Faure Gnassingbé a déjà l'immunité parce que la Constitution prévoit qu'il sera sénateur à vie. On ne va pas le fatiguer. Mais ceux qui gravitent autour là, qui font les petites mains et qui font n'importe quoi, l'article 150 alinéa 3 les attend. Ils n'ont qu'à y réfléchir avant de continuer. Merci. Je souhaite tout simplement pour dire, pour compléter, pour dire, mais au fait, pour faire ce genre de gymnastique, au moins que les Togolais se réfèrent aux gens qui connaissent le droit. On ne peut pas, chacun son boulot. C'est pour un peu enclencher ce que mon frère dit à propos de M. Alain Foka. Mais on ne peut pas mettre un juriste sur une table d'hôpital pour opérer. Non. Ça voilà. Donc, M. Alain Foka, je ne connais pas sa formation, mais il est peut-être juriste, mais il n'a pas les compétences pour proposer. Mais pourquoi vous parlez de... Si, je parle de lui parce que c'est lui. C'est lui qui est... Vous pensez bien évidemment, c'est clair. Il faut le dire. Vous avez quand même, la Constitution togolaise qui a été rédigée par un professeur d'université. Paix à son âme, oui. C'était pas mon gars, même si ma consoeur me continue. Ah, mais les compétences, il en avait. C'était un bon juriste. Excellent, c'est un excellent. Absolument. Il n'y a rien. C'est mon ancien doyen. Constitutionnaliste, absolument. Voilà quelqu'un qu'on ne peut pas reprocher ce niveau-là. Mais lorsqu'on va chercher des petits sorciers qui veulent faire du marchandage de leur action... Qu'est-ce qui vous fait dire que Alain Foka a sa main dans cette... Il suffit juste de lire de l'écouter, de l'intervention qu'il a faite, de lire l'exposé bien. On le reprend texto. Et puis il a eu quand même cette décence de dire qu'il est ami à la famille Gnassingbé depuis très longtemps, depuis le père jusqu'au fils. Donc qu'est-ce qui va... Où est-ce qu'il peut nous... On a le droit d'avoir des amis. On ne le reproche pas. On a le droit d'avoir des amis. Par contre, avoir des amis de ce genre et se réclamer du panafricanisme, il y a une contradiction. Très rapidement, votre mot de la fin. D'ailleurs, un panafricanisme frelaté, guidé par l'intérêt, mu par l'intérêt de conserver et de s'éterniser au pouvoir.
Ça, c'est clair. Ça, il faut le dire à Alain Foucault. Mais par rapport à la crise togolaise, pour ça, moi, je pense qu'on peut sortir. Et moi, je voudrais interpeller deux personnes. D'abord, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne, les partenaires en développement. Le Togo ne vit pas en autarcie. Vous voyez, et à l'époque, je crois qu'il y a des avocats, des juristes, des journalistes qui ont adressé une lettre ouverte au président en exercice de la CEDEAO, et M. Ahmed Tinubu, pour dire aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est en ébullition. Oui. Et moi, je n'ai pas, excusez-moi, peur, je ne me trompe pas pour dire que le pouvoir togolais est au centre des maux dont souffre l'Afrique de l'Ouest. Et ça, je le dis et je l'assume, parce que c'est le Togo qui a été le premier à initier le coup d'État militaire, avec l'assassinat du premier président, et M. Olympio, Sylvanus Olympio. D'abord. Ensuite, c'est le Togo qui est le chantre des coups d'État, des coups de force institutionnelle, constitutionnelle et des hold-up électoraux. Nous avons vu Faure Gnassingbé arriver au pouvoir en 2005 avec plus de 500 morts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport des Nations Unies. Donc le président togolais actuel est responsable de tous les maux de la sous-région. À qui profite le crime? Et donc, c'est vous n'êtes pas dans l'exagération là? C'est le régime togolais qui les a initiés. Hein. Voilà, c'est lui qui est l'initiateur des compteurs à zéro. Le compteur à zéro, c'est parti du Togo. C'est ça, c'est parti du Togo, c'est allé à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ça semblait prendre Macky Sall, nuit était la vigilance du peuple sénégalais. Macky Sall était aussi embarqué dans la... Exactement. Vous voyez? Donc, tout ça, il faut quand même... Maintenant qu'on vous dit il faut une réforme pour mettre fin à tout ça, et vous dites vous n'en voulez pas. Non. Mais la réforme, il faut pas faire des réformes taillées sur mesure. Merci. Donc la deuxième personne que je voudrais interpeller, c'est le peuple togolais. Parce que comme Maître Mawaba l'a dit, l'article 150 alinéa 2, 3, 4 fait de tout citoyen le responsable donne le droit à tout citoyen de se lever et de mettre fin à un renversement de régime constitutionnel. Et ça... Vous n'allez pas appeler à une insurrection? Non, on n'appelle pas à une insurrection. On reste dans le cadre légal. Nous sommes dans le cadre légal. Absolument. La manifestation, c'est une expression légale. Et donc, merci à vous d'avoir participé à cet échange sur le Togo avec grand plaisir. Et tout le monde est invité dans cette émission. Tout le monde aura la parole dans cette émission. Il n'y a pas eu de contradiction de la part du gouvernement. Ça viendra. Et finalement, mais on a foi en votre génie, le génie du peuple togolais qui vous permettra de trouver les solutions pour aplanir les crises et que ces petites tensions ne débouchent pas sur des crises violentes. Les Togolais aspirent à vivre en paix et on croit en vous et ils ont confiance, ils vous font confiance pour maintenir le climat de paix dans votre pays, dans votre beau pays, le Togo. Tout le plaisir à nous. Les premières personnes destinataires de ces paroles, c'est les commanditaires, les collaborateurs, les tenants et les aboutissants de ce changement constitutionnel. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de notre émission consacrée au Togo. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.